Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. On est ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. Et l'actualité est chargée ce matin. On commence par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril Amar, bonjour. Alors le gros titre dans les journaux israéliens, du moins ce matin, ce sont ces déclarations de John Kerry hier au Sénat. Le secrétaire d'État américain a accusé Israël d'avoir tout bonnement entravé le processus de paix. Jusque-là, John Kerry, vous savez, Barbara, il avait réussi à respecter cette sacro-sainte impartialité du médiateur. La rupture des pourparlers, c'était un peu jusqu'à hier la faute à tout le monde, si vous préférez, la faute à ces 2 satanés étalons qui, devant l'abreuvoir, refusent de boire l'eau bénite de la Pax Americana, comme sur cette caricature de Volkovski ce matin dans le quotidien de gauche Haaretz. Mais coup de théâtre, hier, Kerry a directement accusé Israël d'avoir entravé les pourparlers. Malheureusement, a-t-il dit devant les sénateurs américains, les prisonniers n'ont pas été libérés. 1 jour, 2 jours, 3 jours sont passés. Et dans l'après-midi, quand les Israéliens pouvaient peut-être le faire, 700 logements étaient annoncés à Jérusalem-Est. Et pouf, voilà où nous en sommes. Pouf, l'onomatopée en dit long et est repris ce matin dans tous les journaux. Dans son discours du pouf, écrit Boaz Bismuth dans les colonnes du quotidien gratuit Israël Hayom, Kerry a épinglé le gouvernement israélien, mais il n'a pas épargné les Palestiniens. En revanche, dans son J'accuse, le secrétaire d'État américain a oublié d'incriminer une personne. Qui c'est cette personne ? Eh bien, c'est tout simplement sa propre personne, John Kerry lui-même. Comment pouvait-il, écrit Boaz Bismuth, comment John Kerry pouvait-il espérer résoudre un conflit centenaire dans un délai aussi court que celui des 9 mois qu'il avait imparti donc aux Israéliens et aux Palestiniens. Alors de son côté, le Yediot Aharonot regrette que le secrétaire d'État américain fasse porter à Israël toute la responsabilité de l'échec des pourparlers, alors que le gouvernement était disposé à revenir à la table des négociations pour l'analyste Barak Ravid du journal de gauche Haaretz, en offrant quelques indiscrétions sur les pourparlers. John Kerry n'a fait que confirmer les thèses palestiniennes. Kerry a dit ce que Jérusalem aurait dû comprendre seul, et oui, le conflit israélo-palestinien est loin d'être symétrique. Alors côté palestinien, on apprend ce matin dans le journal pro-gouvernemental palestinien Al-Quds que Mahmoud Abbas a rencontré hier le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, en vue de la réunion d'urgence de la Ligue arabe qui doit se tenir aujourd'hui au Caire à l'appel du président de l'autorité palestinienne. Et si certains observateurs israéliens prévoient un soulèvement populaire en cas d'effondrement des pourparlers, eh bien le Al-Quds estime pour sa part que la fin des négociations pourrait déboucher sur une autre forme de combat, une guerre juridique que s'apprête à livrer Ramallah à Jérusalem. Après avoir demandé la semaine dernière l'adhésion de la Palestine à 15 instances et traités internationaux, les Palestiniens ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin, note le journal. Prochaine étape possible, se tourner vers la Cour pénale internationale de La Haye pour mettre fin aux crimes de l'occupation, écrit le Al-Quds, le quotidien qui rappelle toutefois qu'Israël pourrait à son tour saisir le tribunal pour les crimes de guerre dont se sont rendus coupables les Palestiniens en Cisjordanie, mais également dans la bande de Gaza. Voilà pour ce titre, on y reviendra dans quelques instants. Autre titre à la une de la presse israélienne ce matin, ce sont ces actes de vandalisme auxquels se sont livrés hier des habitants de l'implantation juive d'Itzrahar en Cisjordanie. Oui, avec cette photo de la désolation en une du Yediot, vous allez voir devant sa base militaire vandalisée, ce soldat de réserve israélien se confie au Yediot Aharonot. On a tout donné, on a risqué notre vie. Et malgré tout, ce sont nos frères juifs qui nous agressent plus que les Arabes. Pour le quotidien à grand tirage, l'ignominie s'est même invitée hier à Itzar. Des actes de vandalisme qui, selon l'éditorialiste Chaim Schein du Israël Hayom, mettent en danger le mouvement des implantations. Il en va de la responsabilité des rabbins, mais également des dirigeants des implantations, nous dit Chaim Schein, de déjouer à tout prix la catastrophe que pourrait provoquer tous ces hooligans. Une réponse plus ferme, c'est ce qu'exige de l'armée la grande plume du même journal, Dan Margalit. Tzahal, écrit l'éditorialiste, aurait dû mieux se préparer au scénario d'hier, et pour cause, sur cette infographie, le Israël Hayom recense les 7 incidents au cours desquels, depuis août 2013, l'armée israélienne a été prise pour cible par les extrémistes de l'implantation d'Itzar. Itzar qui échappe à son créateur, c'est le titre de l'éditorial principal du journal de gauche Haaretz ce matin. Il faut saluer la fermeté qu'a promise le ministre de la Défense israélien à l'encontre des extrémistes d'Itzar.
Mais son courroux, le courroux de Moshe Ya'alon, met en relief son mutisme et son inaction lorsque ces barbares s'en étaient pris à des villages palestiniens, brûlant leurs champs d'oliviers, détruisant leurs biens ou encore en agressant physiquement des innocents. Alors dans une allégorie du récit du golem de Prague, le journal déplore que la créature ait échappé à son créateur et qu'elle dirige à présent vers lui toute sa brutalité. Allez Barbara, terminons par la photo du jour. Elle est publiée ce matin en une du quotidien israélien en langue anglaise de Jérusalem Post. Des bouquets de fleurs rouges et des fanions bleus et blancs agités par des petits Chinois pour accueillir, comme il se doit, le président israélien Shimon Peres en visite d'État dans l'Empire du Milieu, nous dit le journal Jérusalem Post. À son arrivée, vous le voyez, le président nonagénaire a été reçu par son homologue chinois Xi Jinping. Il a déclaré que la Chine pouvait jouer un rôle majeur pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure. Et on revient à présent sur ces déclarations de John Kerry. C'était hier après-midi au Sénat américain. Je vous rappelle que le secrétaire d'État américain a accusé Israël d'avoir entravé le processus de paix. Bonjour Meir Rosen, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Est-ce que cette crise de confiance dans les négociations est en train de se transformer en une crise de confiance entre Israël et les États-Unis ? Certainement. La déclaration du secrétaire d'État John Kerry nuit beaucoup à son rôle de médiateur parce qu'aujourd'hui, le département d'État essaye de créer l'impression qu'il accuse les deux parties de la même manière. Or, sa déclaration a été claire et nette. Tout a commencé, selon les dires du secrétaire d'État, à cause du fait qu'Israël n'a pas libéré les terroristes et le fait qu'elle a déclaré qu'elle allait construire à Jérusalem. Mais je vais faire une remarque générale. Celui qui veut empêcher tout règlement entre Israël et les Palestiniens, il a un médicament, c'est de commencer avec le problème de Jérusalem. Comme David, le traité de paix avec l'Égypte a réussi parce qu'on a laissé Jérusalem à la fin et chacun a exprimé sa position sur ce problème. Et la grave erreur, et ça a été dit aussi par le secrétaire Kissinger, le problème de Jérusalem doit être laissé en dernier lieu pour trouver une solution. Et il y a des solutions possibles. Et c'est ça la grave erreur du médiateur. Et la déclaration que M. John Kerry a fait hier au Sénat, avec tout le cosmétique qu'on veut ajouter ce matin, n'aidera pas. La confiance du public israélien dans le secrétaire d'État a beaucoup baissé. Quand on veut jouer un rôle de médiateur et on a si peu de temps en essayant de résoudre un problème qui dure depuis plus d'une centaine d'années, on se nuit à soi-même. J'espère que j'ai tort, mais les faits prouvent qu'on est dans une situation sans issue. Les États-Unis ont joué un rôle très important dans tous les accords qu'on a eus avec les États arabes, avec l'Égypte, avec la Syrie, les désengagements. On a toujours signé des accords avec les États-Unis. D'abord, le seul accord qui n'a pas réussi, c'était Oslo, parce que ça a été fait derrière le dos des États-Unis. Merci beaucoup. Aujourd'hui, oui. On aura bien compris voilà, le pessimisme qui règne ce matin. Merci beaucoup, Meir Rosen, d'avoir été avec nous. Ça renforce le front du refus, aussi bien dans le camp arabe que dans le camp israélien. Merci beaucoup, Meir Rosen, d'avoir été avec nous ce matin. Notre invité en plateau ce matin, c'est vous, Michael Blum. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à l'AFP, consultant A24 News. Alors, cette affaire Kerry, cette affaire du Pouf, fait les gros titres de la une ce matin. On va en parler dans un instant avec vous également. Je vous propose d'écouter cette fameuse déclaration. C'était hier au Sénat. Malheureusement, les prisonniers n'ont pas été libérés le samedi où ils devaient l'être. Et puis un jour et deux, troisième jour, l'après-midi, ils annoncent la construction de 700 unités de logement à Jérusalem. Et pouf, nous nous sommes retrouvés à ce point. Mon espoir est que les partis reprennent le travail. Ils doivent prendre des décisions fondamentales. Est-ce que ce climat de méfiance, comme le dit John Kerry, est à imputer aux Israéliens ?
Difficilement dans une situation qui dure depuis plusieurs mois où chacun tente d'imposer à l'autre partenaire des conditions la plupart du temps inacceptables pour l'autre, imputer l'échec de ces négociations uniquement aux Israéliens. Il est clair que les Palestiniens, surtout récemment, au-delà de cette annonce de construction, on parle de constructions qui ont déjà été annoncées, c'est pas la première fois qu'elles sont annoncées, on parle de Jérusalem, on parle de Guillo, d'un quartier qui est construit, que personne... L'annulation de cette quatrième vague de libération de prisonniers également, hein. Dans un contexte qui intervient après que les Palestiniens aient de nouveau... proposer des conditions que Netanyahou ne pouvait absolument pas accepter. Donc, déclaration de Kerry, évidemment, pour les Israéliens, est un camouflet qui est un peu difficile à accepter. Restez avec nous, Mickaël, puisqu'on parle d'une autre affaire qui fait les gros titres ce matin. Ce sont ces actes de vandalisme auxquels se sont livrés hier ces habitants de l'implantation juive d'Itzrar en Cisjordanie. Maxime Perez s'est rendu sur place, le rappel des faits en images, et on en parle juste après. Les bulldozers sont arrivés au milieu de la nuit à Itzar. Mais ce qui devait s'apparenter à une banale opération de démolition a viré en heurts avec les habitants de ce bastion ultranationaliste. Jets de pierre contre gaz lacrymogène, policiers molestés et même une position de l'armée israélienne totalement mise à sac. La réponse à la destruction de 2 caravanes et d'une maison construite illégalement sur une colline de la localité. Ces gens-là doivent se conformer à la loi, comme n'importe quel autre citoyen israélien. Nous allons répondre à ces actions violentes avec la plus grande fermeté. Nous allons régler nos comptes avec ces éléments extrémistes à Itzar. Le tout conformément au droit, jusqu'à qu'ils arrêtent et qu'ils comprennent qu'on ne lève pas la main contre la loi. Par crainte de nouveaux affrontements, les forces de sécurité israéliennes ont maintenu sur place un imposant dispositif ce mardi. À Itzar, les violences de la nuit étaient dans tous les esprits et risquent de laisser des traces. Sur les décombres des 3 bâtisses détruites par les bulldozers, des enfants s'attardent à la recherche d'éventuels objets restés intacts. Le propriétaire des lieux, lui, n'en revient toujours pas. Il ne reste plus rien de la maison qu'il avait mis près de 3 mois à construire, sans autorisation. Je ne pensais pas qu'ils viendraient m'évacuer. Et puis j'ai entendu du bruit, des hommes sont arrivés. Je leur ai demandé de ne pas toucher aux caravanes et qu'ils m'apportent un ordre d'expulsion. On a détruit ma maison sans me prévenir. À Itzar, les habitants accusent l'armée d'avoir voulu se venger d'attaques l'ayant pris pour cible. La semaine dernière, la Jeep d'un haut gradé de Tsahal avait été endommagée au moment de sa visite dans la localité. Plusieurs inscriptions hostiles à l'armée avaient également été retrouvées dans les environs. Pour la police israélienne, Itzar est un véritable casse-tête sécuritaire. Son emplacement en zone C en plein cœur de la Cisjordanie et à quelques encablures de la ville de Naplouse occasionne souvent des tensions avec les Palestiniens. Contraints de s'interposer, les soldats israéliens sont devenus la cible quasi systématique de militants juifs radicaux. Ici, les violences perpétrées contre des éléments des forces de sécurité israéliennes ne sont pas condamnées par les habitants d'Itzar. Ces incidents prouvent à quel point toute future évacuation d'une implantation juive sera difficile. Alors, Michael Blum, vous êtes spécialiste des territoires. Est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur en Cisjordanie? Je ne crois pas. C'est-à-dire que c'est clair, ces incidents sont particulièrement graves, particulièrement choquants pour la société israélienne, qui voit des Israéliens portant la kippa attaquer des soldats. Vous rappelez qu'après cette évacuation, il y a eu une autre attaque de jeunes de Itzar contre une tente de réservistes qui a été complètement détruite et vandalisée, provoquant des réactions choquées, mais pas seulement de la classe politique. À Itzar même, ça fait déjà un moment que les dirigeants de l'implantation essayent de se débarrasser des extrémistes qui sont dans cette région particulièrement actifs, on va dire. Mais on ne peut pas parler d'un phénomène qui s'étend à l'ensemble des territoires. Rappelons qu'il y a 360 000 habitants juifs en Judée-Samarie. Et on parle ici de quelques dizaines, peut-être quelques centaines. Et donc, il ne s'agit pas non plus d'une guerre civile ou d'un espèce l'apocalypse dans les territoires, c'est pas pour demain. Il cherche à provoquer qui en construisant ces implantations illégales, ces avant-postes? Il cherche à provoquer les Palestiniens ou il cherche à provoquer l'armée israélienne? Construire, on l'a vu dans le reportage, ce monsieur dont la maison est détruite, enfin son mobil-home, il s'agit de construire sans
parce que la terre d'Israël est à eux. C'est-à-dire, on construit sans autorisation parce qu'on n'a pas besoin d'autorisation. Là, il y a une décision du ministère de la Défense, du ministre, de mettre fin à l'illégalité dans les territoires et de détruire tout ce qui n'est pas légal. Mais il ne s'agit pas ici de provocation, il s'agit pour eux comme quelque chose de naturel de construire là où on veut, quand on veut. Pourtant, est-ce que l'armée sur place, Tsahal, estime que ce travail de protection de ces Israéliens qui les provoquent souvent est assez encombrant, peut-être inutile, alors qu'ils ont peut-être assez à faire avec les Palestiniens ? Ça, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à nouveau, les soldats qui ont été attaqués par ces jeunes gens sont les soldats qui sont là pour protéger Yitzhar. Et là, une grande partie, Yitzhar, c'est plus de 200 familles, une grande partie des habitants de Yitzhar font l'armée, servent dans l'armée tout à fait normalement, et protègent pas seulement Yitzhar, sont des soldats normaux. Donc, pour un soldat qui est à Yitzhar qui se retrouve attaqué par les habitants qu'il est censé protéger, c'est évidemment très choquant, et il est logique que ces gens soient punis, qu'ils soient sanctionnés. Mais on ne parle pas ici d'une guerre entre les habitants de Yitzhar et les soldats. Merci beaucoup, Michael Blum, d'être passé nous voir ce matin. À suivre, on parlera entre autres de ce procès hyper médiatisé en Afrique du Sud. C'est évidemment le procès Pistorius. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning et on continue évidemment de parler de cette déclaration du secrétaire d'État américain. John Kerry déclare hier devant le Sénat qu'Israël a entravé le processus de paix, rien de moins à cause de son refus de libérer des prisonniers et puis par l'annonce la semaine dernière de plus de 700 nouveaux logements à Jérusalem-Est. C'est l'édito du jour avec vous, Boaz. Bonjour Barbara. Écoutez, on va dire maintenant qu'on a un nouveau j'accuse au Moyen-Orient. Après le grand j'accuse que tout le monde se souvient d'Émile Zola, on a un j'accuse un peu étonnant, un j'accuse concernant justement un conflit que nous connaissons très très bien, le conflit israélo-palestinien, sauf que la nouveauté maintenant, c'est que John Kerry au Sénat accuse surtout les Israéliens. Ça c'est quelque chose un peu de nouveau, vraiment le ton est très très dur. Il est vrai que à Jérusalem, on veut nous expliquer, on nous explique surtout qu'aussi c'était un peu plus équilibré et on a accusé aussi les Palestiniens de faire ces démarches dans les Nations Unies ou dans les instances internationales, mais je dirais que surtout c'est Israël qui n'a pas obéi à la 4e phase de l'accord de libérer les prisonniers palestiniens, et c'est Israël aussi qui a construit, comme vous venez de dire, ces 700 logements. La seule chose que Kerry a oublié, pour être honnête jusqu'au bout, c'est d'accuser aussi John Kerry, parce que lui aussi il est un petit peu coupable, parce que lui, celui qui nous a donné un peu l'illusion qu'en 9 mois on peut finalement accoucher d'un traité dans un conflit si long, c'est quand même John Kerry lui-même. Celui qui voulait un petit peu s'évader des problèmes internationaux dans lesquels l'Amérique n'a pas trouvé de solution, c'était quand même John Kerry lui-même. C'est lui qui a mis la barre très très haut, c'est lui qui nous a fait croire que c'était tout à fait possible. Et là maintenant, quand on tombe de haut et quand on voit que les Palestiniens, eux aussi, ne veulent pas continuer et nous donner au moins cette prolongation, c'est aussi John Kerry qui devrait aussi s'auto-accuser. Ça serait un peu plus équilibré. Michael Blum, journaliste AFP, vous êtes encore avec nous. Kerry a fait une erreur de plus en accusant Israël ? On a l'impression depuis le départ que Kerry est sur un chemin semé d'embûches et cette espèce de confiance en soi qu'il a montré depuis le départ, comme Boaz l'a dit, en 9 mois on va arriver à un accord, ça paraissait totalement, personne n'y croyait, ni les Israéliens ni les Palestiniens. Aujourd'hui, il accuse les Israéliens, il y avait aussi, on l'a vu, quelques petites attaques contre les Palestiniens. Il est clair qu'on ne peut pas résoudre un tel conflit en faisant même 25 allers-retours entre Washington et Jérusalem. Alors les Israéliens continuent ce matin encore, plusieurs ministres d'imputer la faute aux Palestiniens. C'est leur ligne depuis le départ en expliquant qu'ils ont saisi finalement la première occasion, les Palestiniens, pour faire capoter ces négociations. Alors dans ce climat, est-ce qu'on peut imaginer que les deux parties reviennent à la table des négociations ? D'abord, vous parlez très bien du mot climat, et c'est justement le climat. Le climat doit être favorable et le climat doit être fait en sorte que c'est le climat qui va mener l'accord et pas l'accord qui va créer le climat comme Kerry le pense ou le pensait. Maintenant, Michael vient de parler très bien de ces 24 voyages de façon caricaturale, mais c'est vrai, il a fait 12 voyages depuis le mois de mars. À la limite, s'il venait pas avec son propre avion, on aurait pensé peut-être qu'il veut des points ou un truc comme ça pour les vacances d'été. Mais soyons sérieux. John Kerry, là, dans cette histoire, au début, on commence par ce triangle dans lequel nous avons Américains, Palestiniens, Israéliens. Très bien. On sait très bien dans le passé que les négociations qui fonctionnent le plus sont ceux dans lesquels Palestiniens, Israéliens ou Israéliens, Jordaniens, Israéliens, Égyptiens, Israéliens, Arabes
causent ou discutent entre eux. C'est le mieux. C'est-à-dire, l'Amérique ne doit pas être un babysitter, elle doit être là pour un petit peu gérer un petit peu les négociations comme telles. Et qu'est-ce qu'on se retrouve après 9 mois? C'est que John Kerry, avec sa grande volonté, et franchement, il a une bonne volonté, au lieu de rapprocher dans ce triangle les Israéliens et les Palestiniens, il fait en sorte que ces deux-là se mettent sur le dos aussi les Américains. Et là, tous les trois maintenant ne s'entendent pas du tout. Donc après 9 mois, au lieu que 2 des 3 s'entendent, on a tous les 3 maintenant. Qu'est-ce que vous nous dites, les Américains doivent se retirer du jeu? Pas du tout, pas du tout. Il faut jouer les prolongations. Je pense que c'est très très important de continuer. Il faut savoir une chose. Lorsqu'on négocie, et je pense que même Thomas Friedman, qui est loin d'être d'accord avec Benjamin Netanyahu, il y a une chose qu'il avait écrite il y a 2 ans au New York Times, dans lequel je suis entièrement d'accord. Il ne faut jamais qu'il y ait un vide. Et pourquoi? Parce que peut-être un jour on aura cette surprise. Pour l'instant, on sait très bien que c'est quand même un conflit, que si on ne peut pas le résoudre, au moins il faut savoir le gérer. Et comment est-ce qu'on gère de la meilleure façon? Est-ce que c'est mieux de la violence ou la négociation? Bien sûr la négociation. On négocie. Certains vont me dire que ça ne mène à rien. Non, ça mène à quand même quelque chose. Et là, je reviens à votre question au départ, le climat. La négociation changera le climat amènera l'accord. Vous y croyez à la reprise des négociations dans ce climat-là? Aujourd'hui, non, peut-être pas dans les jours qui viennent, mais sur le principe, je pense que Israéliens et Palestiniens et Netanyahou et Abbas ont montré une volonté de négocier, une volonté de poursuivre des pourparlers au moins. Est-ce qu'on parle pour parler finalement et que cet accord, personne n'y croit? On dit depuis longtemps déjà que ces pourparlers sont pourparlers. Dans le fond, il y a une volonté réelle d'arriver à un accord, de changer la donne. Alors évidemment, chacun a une autre idée de ce qui doit être au bout de ces négociations, mais je crois qu'il y a une bonne volonté de la part des Palestiniens et des Israéliens et des Américains. Israël continue à construire derrière la ligne verte. Ça prouve qu'elle veut continuer à discuter, à arriver à un accord. Ça ne veut pas dire le contraire? Alors, à nouveau, Kerry reproche à Israël cette annonce de construction. On parle de 700 maisons à Gilo, un des plus grands quartiers de Jérusalem. Les Américains et les Palestiniens savent très bien que Gilo n'est pas sur la table des négociations, que construire à Jérusalem, et surtout dans ces quartiers juifs de Jérusalem, ne vont pas changer la donne fondamentalement. Donc, il ne s'agit pas ici, Israël n'a pas annoncé de nouvelles constructions au cœur de la vieille ville de Hebron. Israël a annoncé, comme il le fait toujours, alors évidemment le jour même en question, c'était peut-être pas une bonne idée pour Israël, mais sur le fond, Israël va continuer de construire. Les Palestiniens savent qu'Israël va continuer de construire, de la même manière que Israël sait que les Palestiniens vont continuer leur discours de la grande Palestine, etc. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit face aux caméras, il y a ce qui se dit au sein des pourparlers. Il faudrait que les Américains, des fois, on a l'impression, même s'il est clair qu'on a besoin des Américains, apprennent à mieux connaître les véritables partenaires. Se dit même face aux caméras, en tout cas les ministres israéliens ne s'en gênent pas. Ce matin, Naftali Bennett répond directement à John Kerry en disant « Nous ne nous excuserons jamais de construire à Jérusalem, c'est du sionisme, tout simplement ». Est-ce que ce n'est pas un peu frontal comme approche? Non, là, ça doit choquer personne, surtout pas les Américains qui nous connaissent très bien. On sait très bien qu'à la différence de nos voisins, nous sommes quand même... Il ne fallait pas attendre le printemps pour être une démocratie depuis le départ. Et nous avons aussi un gouvernement un peu style 3e, 4e République en France, dans lequel nous avons, vous savez, ces coalitions qu'on est obligé de faire. Naftali Bennett, on sait très bien la couleur politique est là. Naftali Bennett n'est pas content de la ligne directrice du Premier ministre, il peut quitter le gouvernement, tout le monde le sait. Par ailleurs, je tiens à préciser, comme on vient de dire ce matin, comme Michael vient de dire, les logements quand même à Gilo, je pense que c'est quand même quelque chose qui est à peu près, au sein du gouvernement israélien, à peu près consensuel. Et surtout, et les Américains le savent très bien, les Palestiniens le savent très bien, le monde arabe sait très bien, le jour où de l'autre côté, nous avons un partenaire sérieux, on sait très bien démanteler pas seulement des colonies ou des implantations, nous savons démanteler des villes. Je vais très très loin à Yamit. Donc ça, je pense que c'est un prétexte. Je pense que la grande chose, c'est une question de pas maintenant le côté technique, c'est la question de volonté. Est-ce que, et je laisse maintenant le gouvernement israélien, parce qu'il a prouvé dans le passé, et plusieurs gouvernements, que lorsqu'il faut, dans le money time, ils sont là pour signer l'accord ou pour rendre des territoires. C'est de l'autre côté, dont vous doutez? Je suis désolé, même si c'est pas populaire parmi le 1% de mes collègues journalistes en Israël, je suis désolé, mais là, dans ce cas, il suffit d'aller dans les camps de réfugiés palestiniens, que ce soit en Jordanie ou ailleurs, et de voir la déception qu'ils ont de Abou Mazen, parce qu'à la différence d'Arafat, au moins lui, il était dur et au moins le non était non. Celui-ci, c'est un oui-non que franchement trompe tout le monde, y compris les Américains. Et malheureusement, comme dit John Kerry, ça veut dire finalement on négocie et pouf, il n'y a plus rien du tout. Si on continue comme ça, même les négociations, on dira pouf. Alors après ces déclarations du pouf, Michael, pour conclure, en un mot, est-ce qu'Israël a perdu une bataille de plus dans ces négociations? Perdre une bataille, ça me paraît un grand mot. Une fois de plus, on va parler d'incidents avec les États-Unis. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps, suite aux déclarations d'Yalon. Récemment, Lieberman, qui est quand même le chef de la diplomatie israélienne, a parlé de nouveau de reprendre les négociations. Dans quelques jours, ce sera complètement oublié. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Boaz, vous restez avec nous.
Nous sommes le mercredi 9 avril, voici les grands titres à la une de l'actualité. Rencontre attendue aujourd'hui entre John Kerry et Avigdor Lieberman à Washington. Un entretien qui risque d'être tendu après les déclarations donc du secrétaire d'État américain. Je vous rappelle qu'il a accusé Israël d'avoir entravé le processus de paix. Binyamin Netanyahou demande de prendre des mesures contre, je cite, ces hors-la-loi responsables d'actes d'hooliganisme. Le Premier ministre israélien évoquait le violent incident qui a éclaté hier à Itzar, en Cisjordanie, entre des habitants juifs et les forces de sécurité israéliennes venues démanteler des avant-postes. L'Iran peut avoir une arme nucléaire dans 2 mois, c'est ce qu'affirme John Kerry au Sénat hier, alors que les 5+1 et Téhéran ont repris leur discussion à Vienne. Le secrétaire d'État américain a estimé que si l'Iran reprenait son programme d'enrichissement, il serait en mesure, en 2 mois, d'avoir assez de matériel pour une arme nucléaire, ce qui déclencherait, je cite, une réponse immédiate des États-Unis. Enfin, l'image du jour, c'est cette bagarre au Parlement ukrainien. Vous allez le voir dans quelques secondes. Le voici, ce pugilat. Il a démarré lorsque 2 députés du parti d'extrême droite ont pris à partie un élu communiste qui reprochait aux nationalistes leur rapprochement avec la Russie. Ses collègues communistes lui ont alors porté secours avant que l'Assemblée ne se transforme, vous le voyez, en ring géant. Direction l'Afrique du Sud à présent avec ce procès hyper médiatisé. Oscar Pistorius s'est exprimé pour la première fois cette semaine. Depuis le début du procès, le champion paralympique est accusé, vous le savez, du meurtre de sa petite amie Betsabé. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé exactement pendant cette fameuse nuit du drame? Alors Oscar Pistorius a raconté ces tirs donc, qui ont tué Reeva Steenkamp ce fameux 14 février 2013, le jour de la Saint-Valentin. Il a surtout décrit sa panique, lui qui croyait qu'un cambrioleur était caché dans les toilettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le 13 au soir, Pistorius et Reeva regardent des photos sur Internet avec Reeva Steenkamp, puis il s'endort, fatigué. Ils n'ont pas de projet particulier pour le lendemain, pour fêter la Saint-Valentin. Un jeudi où il a rendez-vous seulement chez le dentiste le matin, et puis au milieu de la nuit, il se réveille, il a trop chaud, il se lève pour aller chercher 2 ventilateurs sur le balcon, il recouvre sa chanifie d'un jean pour cacher la lumière bio, et là, qu'est-ce qui se passe? Il entend un bruit qui vient de la salle de bain, la fenêtre qui s'ouvre. Alors il est effrayé, d'autant qu'il n'y a pas de porte en fait entre sa chambre et la salle de bain. Il n'y a qu'un couloir et lui n'a pas ses prothèses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend son arme de sous son lit, il chuchote à Reeva d'appeler la police, puis il avance dans le couloir, lentement, son 9 mm pointé devant lui, criant au cambrioleur de sortir. Puis la porte des toilettes claque soudainement en se refermant. Il est alors convaincu qu'il y a quelqu'un dans les toilettes. On écoute Oscar Pistorius. Et puis j'ai entendu un bruit qui venait des toilettes, ce que j'ai perçu comme quelqu'un qui allait sortir des toilettes. Avant de m'en rendre compte, j'avais tiré à 4 coups de feu dans la porte. Il y avait un sifflement dans mes oreilles, je n'entendais rien. J'ai continué à demander en criant à Reeva d'appeler la police. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, Barbara, que l'athlète de 27 ans affirme qu'il a tué donc par erreur sa compagne, la prenant pour un cambrioleur caché dans les toilettes. Je vous rappelle que l'accusation, elle, croit au contraire qu'il a abattu Reeva Steenkamp sciemment en plein cœur d'une dispute. D'ailleurs, elle a apporté plusieurs témoignages troublants sur la violence de Pistorius. Elle a montré des SMS de Reeva qui lui reprochaient des scènes de jalousie constante, et sa méchanceté même, ce qui n'est pas bien sûr pour pencher en faveur de la défense. Alors, si on continue de dérouler les événements comme ça, une fois qu'il a tiré, Pistorius, il fait quoi en fait? Il appelle la police? Il se rend compte que Reeva n'est plus dans le lit, déjà. Donc là, frayeur, et il défonce la porte des toilettes à coups de batte de cricket. Il y voit Reeva criblée de balles et il comprend qu'elle ne respire plus. C'est à ce moment-là de la déclaration au tribunal que Pistorius s'étouffe dans ses sanglots. Il explique au tribunal de Pretoria qu'il est sous médicaments, qu'il a perdu du poids, qu'il a des cauchemars toutes les nuits, qu'il se réveille la nuit avec de l'odeur de sang dans la bouche. Il s'en veut. Lundi, Pistorius a présenté d'ailleurs ses excuses à la famille du mannequin de 27 ans. Il était en pleurs. Il balbutiait tellement d'ailleurs que la juge lui a demandé de s'exprimer plus clairement. On l'écoute. Je veux saisir cette occasion pour présenter mes excuses à monsieur et madame Steenkamp. Il n'y a pas un jour depuis la tragédie où je ne pense pas à votre famille. Je me lève tous les matins et vous êtes les premiers à qui je pense. Je prie pour vous. Je ne peux imaginer la peine et la douleur que vous et votre famille ressentez à cause de moi. J'essayais seulement de protéger Reeva.
Je veux que les gens sachent qu'elle était aimée quand elle est allée se coucher ce soir-là. Alors, est-ce que ces pleurs, son émotion a touché quelqu'un? La famille de la victime a été touchée? Alors on n'a pas le droit de voir donc le témoignage, mais on a vu les parents de Riva Steenkamp, la mère de Riva, donc qui reste de marbre. Mais Pistorius lui-même n'a pas tenu le coup lundi. L'audience d'ailleurs a dû être suspendue à la demande de la défense. Il était, disait-elle, trop épuisé. Ça a été suspendu quelques heures. Alors avant la suspension de l'audience, Pistorius a eu l'occasion d'expliquer la violence de sa réaction. Il explique comment? Alors il a raconté comment sa vie avait été marquée par la criminalité. Quand il était jeune, criminalité qui est omniprésente en Afrique du Sud, là où il vit. Son père a été attaqué plusieurs fois alors qu'il était en voiture. Lui, on lui a tiré dessus, on l'a cambriolé. Il a vu un soir quelqu'un dans son jardin. Donc il essaie d'expliquer cette réaction et d'avoir un pistolet aussi chez lui. Voilà, et puis lundi, il faut le remarquer, en début de semaine, on a eu droit à un autre témoignage, celui du médecin légiste de la défense. Il nous a appris quelque chose? Alors, John Botta a mis en cause les conclusions de son confrère qui lui avait été cité par l'accusation. Au centre de la controverse, en fait, un repas qui, selon l'accusation, avait été avalé vers 1h du matin par Riva Steenkamp. Eh bien, à moins que le jeune couple sache manger en dormant, eh bien, ce repas contredit la version de Pistorius qui affirme que le couple s'était tranquillement couché la veille vers 22h. Beaucoup de mystères, en tout cas, qui continuent de planer sur cette affaire. Les médias, eux, en tout cas, ont l'air d'avoir une idée plutôt claire. Hein. Alors, en fait, les médias ne savent pas grand-chose. Ils n'en savent pas plus que nous. C'est assez flou. Alors, les médias ont beaucoup insisté sur l'émotion qui a été montrée par Pistorius, comme le New York Times, le quotidien américain, raconte un Pistorius tremblant, en sanglots, parfois inaudible, c'est ce qu'on a dit. Comme le dit le titre de l'article, il témoigne avoir tué sa petite amie en s'excusant et en sanglotant. En Belgique, le quotidien, un grand tirage le soir, titre sur les mots de Pistorius. Sans m'en rendre compte, j'avais tiré 4 fois, mettant en relève, bien sûr, le paradoxe, ou en tout cas le paradoxe de cette déclaration, cette étrangeté. Puis en Italie, enfin, on insiste beaucoup sur le fait que Pistorius ait retiré ses prothèses pendant l'audience, un détail qui n'a quasiment pas été relevé en France. Pourquoi retirer les prothèses? Pour montrer comment il se déplaçait, pour essayer de convaincre. Pour finir en 10 secondes, cette histoire, elle vous passionne? C'est comme un film de cinéma. Hein. C'est pas une question, je me souviens, c'était quand le mois de décembre en Afrique du Sud pour l'enterrement de Mandela, donc je me suis déplacé, j'étais dans le village de Kounou, et que ce soit noir comme blanc, mais tout le monde parle de cette histoire, de cet enfant invalide qui était un petit peu la fierté de toute une nation, blanche et noire, et aujourd'hui la plus grande tragédie de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Boaz, merci Betsabé, on se retrouve après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Bonjour à notre invité Zvi Mazel. Merci d'être avec nous ce matin. Diplomate israélien, notamment ambassadeur en Égypte. Et c'est de l'Égypte dont il s'agit ce matin. Le pays a pris ces derniers mois un tournant autocratique, au départ orienté vers les pro-Morsi. Bien, la répression touche aujourd'hui tout le monde, tous ceux qui aspirent aux libertés fondamentales. Dernier exemple en date, en début de semaine, 3 homosexuels ont été condamnés à des peines de prison. Je vous rappelle un rappel des faits. Je vous propose un rappel des faits en images et on en parle juste après. Oui. Ahmed Maher et Ahmed Douma, 2 laïcs et figures de la révolte de 2011, ont été condamnés à 3 ans de prison ferme, soit la confirmation de la peine infligée par un tribunal égyptien en décembre dernier. Le militant de gauche Alaa Abdel Fattah est lui aussi poursuivi après des mois de détention préventive pour avoir manifesté sans autorisation. Son épouse a indiqué avoir été battue lors de l'arrestation de son mari. La justice ne fait qu'appliquer la nouvelle loi selon laquelle toute manifestation qui n'a pas reçu l'aval des autorités est interdite, une loi jugée liberticide par les ONG. Et c'est sans compter le bannissement des manifestations des partisans du président déchu Morsi. En novembre, 14 jeunes partisanes de Morsi avaient été condamnées à 11 ans de prison avant d'être finalement relâchées le mois d'après. En mars dernier, ce sont 529 partisans de Mohamed Morsi qui ont été condamnés à mort pour des violences commises l'été dernier lors d'un procès souvent qualifié de simulacre. Des condamnations qui rappellent le temps de Moubarak quand les opinions politiques étaient réprimées. Pourtant, le maréchal Al-Sisi est encore perçu comme le sauveur des 22 millions d'Égyptiens qui étaient descendus dans les rues l'été 2013. C'est pour cette raison qu'il sera sans doute élu à la tête du pays lors de la présidentielle des 26 et 27 mai prochains. Reste à savoir si malgré tout les Égyptiens se reconnaissent dans la politique qu'il mène. Zvi Mazel, est-ce que l'Égypte est aujourd'hui une dictature?
Non, je ne crois pas. Le problème est très complexe. Il n'y a pas de doute. Ce qu'on a vu récemment, il y a 4 homosexuels qui ont été condamnés, puis les jeunes qui ont commencé la révolution du mouvement 6 avril. C'est pas beau tout ça. Ça montre que la démocratie n'est pas encore arrivée en Égypte, malgré 3 ans de révolution, le printemps arabe, comme on dit, enfin, un faux printemps arabe. Mais écoutez, l'Égypte se trouve entre les traditions islamiques extrêmement dures, antidémocratiques, et la volonté d'aller de l'avant et faire une démocratie. Je crois qu'actuellement encore, les forces de l'islam et des traditions arabes sont beaucoup plus importantes que la volonté d'être complètement démocratique. Ces homosexuels condamnés, c'est au nom de l'islam. Oui, mais bien sûr, il y a des lois. L'islam dicte des lois comme ça. C'est-à-dire la loi sur la base de laquelle ils ont été jugés, c'est une loi britannique de temps colonial qu'ils ont utilisée pour eux. Mais il y a donc un problème. Écoutez, quand même, il y a maintenant une feuille de route, n'est-ce pas, qui a été fixée par Abdel Fattah el-Sisi et le gouvernement provisoire. Ils ont adopté une constitution relativement libérale, une des plus libérales qui a existé en Égypte. Il va y avoir des élections présidentielles, après des élections pour le Parlement. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine volonté, une grande volonté même d'aller de l'avant. Mais il y a des forces conservatrices très importantes. Les chiffres quand même, Zvi Mazel, 1400 personnes tuées depuis le début de cette deuxième révolution, 15 000 personnes emprisonnées pour des procès politiques. On ne peut pas parler d'une réelle volonté démocratique. Si, certains gens, au moins certaines couches de la population, la population la plus libérale, comme les jeunes qui sont descendus dans la rue, veulent avoir une démocratie. Le pouvoir, est-ce que le pouvoir veut arriver à une démocratie? C'est pas seulement le pouvoir. Écoutez, le monde arabe marche entre deux courants. Il y a un courant islamique, il y a un courant nationaliste qui est relativement aussi islamiste. Maintenant, Moubarak, c'était le temps de l'armée, nationalisme arabe. C'était une dictature, n'a pas réussi à développer ni l'économie ni à aller vers la démocratie. Elle a été jetée dehors. À la place, les mêmes Égyptiens ont voté pour les frères musulmans, c'est un fait. Okay? Après un an, ils ont vu que ça va très mal, que Morsi et ses copains frères musulmans sont en train de construire une dictature islamique. Ils ont adopté une constitution islamique. Ils l'ont expulsé avec l'aide de l'armée, sans l'aide de l'armée. Maintenant, on essaie quelque chose de nouveau. Alors, il y a l'armée qui va revenir au pouvoir un peu. Et que cet essai de démocratie avec cette première élection libre a échoué et que les Égyptiens se disent peut-être cette démocratie, elle n'est pas faite pour nous. Non. C'est trop complexe. Actuellement, c'est vrai que l'armée et le nationalisme réapparaît, mais il ne faut pas oublier que l'Égypte actuellement est en crise, une crise extrêmement profonde. L'Égypte est attaquée par les frères musulmans et l'islam radical. L'Égypte se bat contre l'islam radical et nous devons être contents, nous, l'Europe et l'Amérique. Seulement l'Amérique et l'Europe regardent avec beaucoup de réservations. Et ça, c'est un problème, parce que l'Égypte a actuellement besoin et de l'armement et de l'équipement, de monitoring et tout ça pour se battre contre le terrorisme. Tout vient à cause de l'islam radical, que tout vient à cause de ces terroristes. On a vu ces derniers jours voir emprisonner des laïcs, des mouvements de gauche, etc. Tout le monde est touché, tous ceux qui aspirent aux libertés fondamentales. Alors, une partie revient à l'islam. Écoutez, on ne peut pas balayer une civilisation de 1400 ans. On ne peut pas. Mais il y a un nouveau courant qui réapparaît. Et puis après, le deuxième problème, c'est les combats de ces régimes contre les djihadistes, contre les frères musulmans. Il faut l'aider. Ce n'est pas une excuse pour un tout répressif. Non. Tout est répressif, pas tout est répressif, parce que quand même la presse est relativement libre. Moi, je lis la presse. Je vois, la presse est relativement libre. Actuellement, c'est un problème complexe. D'une part, une vieille civilisation qui ne veut pas bouger, qui est figée. D'autre part, certaines couches de la population qui veulent vraiment avoir la liberté. Mais d'autre part, il y a une couche assez importante, surtout des gens pauvres, qui respectent la charia, qui croient que la charia doit dominer l'Égypte, mais sans peut-être couper les têtes et les mains. Donc tout ça, c'est actuellement en ébullition. Où ça va venir, on ne sait pas. Il faut attendre les élections présidentielles, les élections parlementaires, puis après, on va voir. Parce qu'il y a quand même un problème que pas tout le monde comprend. Abdel Fattah el-Sisi probablement sait que son alliance, parce qu'il est très très populaire,
n'est-ce pas, d'après ce qu'on sait. Son alliance avec le peuple égyptien est de courte durée. Tant qu'il montre qu'il va vers une certaine démocratie, le peuple sera avec lui. Mais il sait que le peuple a perdu sa peur du pouvoir. Donc, s'il tourne vers la dictature, le peuple va redescendre dans la rue. Il aura les mêmes sorts que Moubarak et Morsi. Donc, un problème complexe, difficile, pas beau à voir, parce que ce n'est pas la démocratie, mais ce n'est pas la fin du monde encore. Et puis, nous, et l'Amérique et l'Europe a besoin d'une Égypte stable. Il faut actuellement aider l'Égypte, il faut sauver l'Égypte, il ne faut pas que l'Égypte tombe dans les mains des djihadistes, ça sera la catastrophe totale pour le Moyen-Orient. Et puis les Occidentaux ont tendance à tomber dans ce travers, à confondre démocratie et processus de démocratisation. Il faut rappeler qu'après la révolution de 1789, c'est pas la démocratie qui a été enfantée. Il faut que le monde arabe aille puiser aussi dans son ADN les forces de la nouvelle démocratie qu'il enfantera. Complexe et difficile. Complexe et difficile situation égyptienne. Merci beaucoup. Zvi Mazel, restez avec nous. On parle dans un instant du Rwanda et ça vous concerne également. Pour l'heure, le rappel des grands titres de l'actualité de ce mercredi. Voilà, tout d'abord cette rencontre très attendue aujourd'hui à Washington entre John Kerry et Avigdor Lieberman, un entretien qui risque d'être tendu après les déclarations du secrétaire d'État américain. Je vous rappelle qu'il a accusé Israël d'avoir entravé le processus de paix. Et puis Benjamin Netanyahou exige de prendre des mesures contre, je cite, « c'est hors la loi ». Le Premier ministre israélien évoque le violent incident qui a eu lieu hier à Itzar, en Cisjordanie. Et puis l'Iran peut avoir une arme nucléaire en 2 mois. C'est ce qu'affirme John Kerry au Sénat hier, alors que les 5+1 et Téhéran ont repris leur discussion à Vienne. Le secrétaire d'État américain a estimé que si l'Iran reprenait son programme d'enrichissement, il serait en mesure en 2 mois d'avoir assez de matériel pour une bombe nucléaire. Enfin, l'image du jour, c'est cette bagarre au Parlement ukrainien. Le pugilat a démarré lorsque 2 députés du parti d'extrême droite ont pris à partie un élu communiste. Et vous le voyez, le Parlement s'est transformé en un ring géant. Allez, on parle du Rwanda à présent. Vous le savez, le pays commémore les 20 ans du génocide. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'Israël est associé depuis plusieurs années au travail de mémoire du Rwanda. Alors, Zvi Mazel, vous êtes rendu au Rwanda quelques mois après le début du génocide. Vous étiez à l'époque directeur des affaires africaines du ministère des Affaires étrangères. On va en parler dans un instant. Cyril Amar, qu'est-ce qu'on sait de cette collaboration ? Alors évidemment, les 2 génocides sont difficilement comparables. Le génocide juif d'une part, le génocide rwandais. Les processus de réconciliation aussi sont difficilement comparables, ne fût-ce que parce que le génocide rwandais a été planifié, perpétré par des Rwandais contre des Rwandais. Et pourtant, au Rwanda, Barbara, on ressent une solidarité toute particulière avec Israël, non seulement en raison de la mémoire partagée du génocide, de l'histoire, ou encore sur le plan de l'émotion, mais aussi et surtout peut-être en raison du fait que l'État hébreu est aux yeux des Rwandais une nation modèle, une nation qui a réussi à s'affranchir du trauma du passé pour construire un avenir plus reluisant. Vous l'avez senti ça quand vous êtes rendu au Rwanda, qu'Israël était un modèle de reconstruction après un génocide ? Non, moi j'étais là-bas tout de suite à la fin du massacre, c'est autre chose. Et je suis arrivé avec un avion de l'armée, avec le militaire israélien. On a amené là-bas un hôpital de campagne, n'est-ce pas ? Et on a traité beaucoup de gens. J'ai vu encore les cadavres par des centaines, par des milliers dans la rue. On a installé notre hôpital de campagne à Goma. Goma, c'était à la frontière avec le Rwanda, avec Congo-Kinshasa. C'était quelque chose d'atroce, inimaginable. En tout cas, depuis, écoutez, bien sûr qu'il y a une certaine solidarité des pauvres, des misérables, des peuples qui ont été victimes à des génocides. Mais il faut faire quand même il faut faire comprendre. Écoutez, le génocide, c'est génocide, il n'y a pas de problème. Et je crois que 800 000 personnes ont été tuées. Mais c'était à la suite d'un conflit. Ça ne facilite pas les Juifs détruits et assassinés pendant la Shoah ont été faits, puisqu'ils étaient Juifs, et à la façon industrielle. Peu importe, c'est la même chose. Malheureusement, nous avons de l'expérience des massacres et des génocides. Et je crois que nous collaborons pour mettre en place des monuments et
certains systèmes pour que les gens n'oublient pas. Il faut que les gens n'oublient pas, c'est ça l'essentiel. Cyril, au Rwanda, Israël reste un modèle de reconstruction. Oui, justement, c'est très intéressant ce que dit l'ambassadeur Zwimazel, puisqu'au départ, ce différend-là, justement, sur la qualification du génocide ou pas, c'était plus ou moins l'objet de tensions entre Jérusalem et Kigali, parce que dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères israélien, justement, il se murmurait que les Rwandais souhaitaient s'approprier le mot Shoah pour promouvoir la reconnaissance internationale du génocide, une démarche qui avait été peu appréciée en Israël, où on mettait en avant justement l'unicité de la Shoah. Mais ces tensions se sont vite dissipées pour laisser place à une coopération prospère sur les plans éducatifs, mais aussi économiques. Il n'y a toujours pas de chancellerie rwandaise à Tel Aviv, mais la ministère des Affaires étrangères du Rwanda a évoqué cette possibilité, c'était l'année dernière. Et d'ailleurs, Jérusalem évoque également peut-être l'ouverture d'une représentation diplomatique au Rwanda. Et vous l'avez dit, le Rwanda se considère comme l'Israël du continent africain, donc un phénomène de mimétisme peut-être, un tout petit État qui est dépourvu comme Israël de ressources naturelles, perdu dans l'immensité d'un continent. Et puis le souvenir de la tragédie présent à chaque coin de rue, mais qui n'empêche pas les Rwandais pour autant de vouloir aller de l'avant. Un Rwanda qui, vous le savez, tourne peu à peu le dos à son passé colonial. Le français est de moins en moins parlé depuis que l'anglais l'a substitué en tant que deuxième langue officielle après le Kinyarwanda. Donc effectivement, donc un modèle pour les Rwandais. Voilà, et je pense qu'on est en liaison avec quelqu'un qui a travaillé pour cette collaboration. Alors c'est un des premiers témoins peut-être de cette fraternité israélo-rwandaise. Il s'appelle Yohan Smadja, il est en ligne avec nous. Il a été à l'origine d'un projet tout particulier, un projet qui s'appelait Frères Tutsi, Frères Juifs, Frères Humains. C'était un double voyage qui a emmené pendant 2 semaines Français d'origine juive, Tutsi et d'origine diverse, 1 semaine au Rwanda et 1 semaine en Israël. Alors Yohan Smadja, vous nous entendez? Vous êtes avec nous? Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc Yohan Smadja, vous avez été donc un témoin privilégié de cette fraternité. Comment vous est venue cette idée, Yohan Smadja? Alors, bonjour, merci de me recevoir. En 2 mots, à l'époque, j'étais le responsable d'un mouvement de jeunesse juif en France, la Shomer Hatzaïr, et on était assez régulièrement confrontés aux questions des jeunes membres du mouvement qui nous demandaient, dans des termes parfois très naïfs d'ailleurs, s'il y avait déjà eu d'autres Shoah que notre Shoah à nous. Et on s'est rendu compte tout simplement, si j'ose dire, que le génocide des Tutsis du Rwanda n'était en France ni enseigné dans les écoles, ni dans les cadres d'éducation informelle, si j'ose dire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, nous, en tant que Juifs, en tant que Français, de nous tourner vers cette partie de l'histoire et d'enseigner, si j'ose dire, l'histoire du génocide des Tutsis du Rwanda, qui faisait en France l'objet, un peu comme pour les Juifs après la Shoah, il y a 70 ans, d'un négationnisme particulièrement fort. Et c'est alors, Yohan Smadja, vous avez fait partie de ce double voyage qui vous a conduit vers le Rwanda, mais également vers Israël. Quel regard ont porté les jeunes Tutsis sur la société israélienne, sur Israël, sur ce travail de mémoire, justement? Mais je veux dire un regard assez à la fois émerveillé et touchant. Émerveillé parce qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir un pays qui est à la pointe de la modernité, avec un peuple qui a réussi, si j'ose dire, à aboutir un projet de reconstruction dans un État qui fonctionne parfaitement de manière démocratique, avec une société civile forte et avec surtout un enseignement de la mémoire qui est... Merci beaucoup. On doit malheureusement s'arrêter là. Merci beaucoup Yohan Smadja d'avoir été avec nous ce matin. Merci Cyril, merci Zwimazel. On se retrouve après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning et Internet. C'est aussi de l'actualité, mais vu par un œil particulier. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la revue du web. Alors l'œil particulier d'Internet ce matin, c'est tout d'abord cette affaire de disparition du Boeing d'Air Malaisie qui continue comme ça d'intriguer les internautes. Oui, alors d'autant plus qu'hier, un navire australien a détecté 2 nouveaux signaux en plein milieu de l'océan Indien, signaux qui pourraient donc provenir des boîtes noires de l'avion. Alors selon le journaliste et tweetos William Raymond, qui suit de très près tous les développements liés aux recherches, ce signal dure 3 minutes 32 secondes et 7 minutes selon lui. Donc
donc toujours... 5 minutes 32, pardon. Et donc toujours selon lui, la marine américaine est assez convaincue que les signaux précédents, qui datent d'hier, viennent bel et bien des boîtes noires de l'appareil. Alors la veille, pourtant, les Australiens disaient avoir perdu le signal. L'atmosphère est donc fébrile, car nous avons en fait dépassé les fameux 30 jours et les boîtes noires ne seraient finalement pas loin de ne plus s'éteindre, absolument, en fait, à cause de leur batterie à durée limitée. Et cela fait polémique sur Internet. Nicolas Châteauneuf rappelle aux internautes que suite au vol Paris-Rio en 2009, le bureau Enquête et Analyse avait recommandé donc de prolonger l'autonomie des balises de 30 à 90 jours, ce qui n'a pas été fait, et donc ça précipite aujourd'hui la course contre la montre. Et pour retrouver ces boîtes noires d'une profondeur donc possible de plus de 15 000 pieds, on va utiliser l'appareil que vous voyez, c'est le compte Twitter du Figaro qui nous le montre, c'est le Bluefin 21. Le problème, c'est qu'il sera opérationnel que dans quelques jours, et pour se rendre compte de la profondeur à laquelle seraient les boîtes noires, le site du Washington Post a créé une infographie impressionnante. Alors là, on en voit une petite partie, et en fait, en faisant défiler votre page du haut vers le bas, vous vous rendez compte et vous descendez à des profondeurs tout simplement abyssales, finalement plusieurs kilomètres de profondeur. On voit évidemment ce que pourrait être un gratte-ciel, et ça fait plusieurs dizaines de gratte-ciels. C'est même plus bas que le Titanic à cet endroit-là de l'océan Indien. Autant dire que le feuilleton n'est pas fini. Et puis, alors, un autre aspect que ces recherches mettent en lumière, c'est que tout ce qu'on pensait jusqu'à maintenant être des débris de l'appareil sont en fait des détritus. Et c'est ce que nous dit la tweetos Julie Raspus. Des détritus en mer, tout simplement. Absolument. Rien à voir avec l'avion. Absolument. Qui viennent d'un peu partout et qui se regroupent à certains endroits de l'océan. Et donc, la tweetos Julie Raspus nous dirige vers un article qui met en lumière l'état déplorable de l'océan Indien. Voilà, c'est aussi un aspect de ces recherches. C'est vrai. Alors le mystère continue de planer sur cette affaire. Si un internaute révèle ce qui s'est passé, vous nous tenez au courant. Oui, absolument. Allez, on part maintenant au Pakistan avec une campagne Internet qui retient l'attention des internautes. Oui, alors c'est le blog Big Brother du Monde qui, ce matin, nous en parle. Cette campagne Internet s'appelle Not Bug Splat. C'est un nom qui est inspiré de l'expression bug splat, qui fait référence au bruit d'un insecte écrasé et en fait qui serait utilisé par les... Comment on dit? Bugs splat. D'accord. Splat, quoi, exactement. En fait, c'est le bruit. Ouais. C'est le bruit... Vous voulez le faire, Virginie? Comment on fait quand ça écrase un insecte? Splat, quoi. Ouais, c'est un bruit comme ça. Mais là où c'est moins drôle, c'est qu'on parle justement d'être humain. C'est-à-dire que le pilote de drone fait pour lui, c'est splat, et justement, il a cette notion d'insecte ou de tout petit point. Alors, il faut savoir que rien que pour l'année 2013, il y a eu 27 tirs de drones américains au Pakistan, et au total, depuis 2009, ces tirs ont fait entre 112 et 193 morts, souvent des civils qui n'ont rien à voir avec le conflit, c'est ça qui est dramatique. Des dommages collatéraux, ces gens sont innocents. Alors, l'idée de cette campagne, c'est de déployer une photo géante d'un enfant. Alors là, vous voyez le moment où ils ont déployé cette photo géante d'un enfant, prise par l'artiste français JR, pour faire prendre conscience que vu d'un drone, ça apparaît comme des petits points, et en fait on voit des vies humaines et on voit un visage humain. D'ailleurs, les Américains se sont engagés à réduire l'usage des drones parce que c'est vrai que c'est absolument tragique. Oui, alors en février dernier, l'administration américaine avait communiqué et avait déclaré avoir considérablement réduit le recours des frappes de drones sur demande, justement du gouvernement pakistanais qui, lui, a engagé des négociations avec les talibans. En tout cas, c'est une campagne qui a une vraie résonance sur Internet. Et donc, pour en savoir plus, notre blog Splat, et il y a un hashtag sur Internet pour soutenir cette campagne contre les drones. Voilà pour le Pakistan. On parle d'une autre campagne maintenant, mais il s'agit de prévention routière. Alors, on a l'habitude des campagnes de la prévention routière. Parfois, ce sont des campagnes choc, parfois, ce sont des campagne trop molle. Eh bien, la dernière campagne Internet de la prévention routière joue la carte de la provoque puisqu'elle s'appelle Avant de mourir. C'est un site Internet avec un mur virtuel sur lequel les internautes sont invités à écrire ce qu'ils voudraient faire avant de mourir. Alors, on y voit des choses soit émouvantes, soit drôles ou soit insolites. On peut lire, par exemple, avant de mourir, je veux que mes enfants sachent combien je les aime, ou encore, avant de mourir, je voudrais faire du camping avec mes amis. Quel que soit le mot laissé par l'internaute, le message est le même. En fait, c'est que le prix de la vie humaine, c'est
c'est important et c'est de mettre les jeunes de 18 à 24 ans dans la peau d'une personne qui s'apprête à mourir d'un accident, mais aussi de leur faire prendre conscience des choses qu'ils ont à réaliser et donc d'utiliser le fameux... Et à perdre, quoi, en fait. À perdre, absolument. Et d'utiliser le fameux horrible. Capitaine de soirée. Et cette initiative n'est pas que virtuelle. Donc, vous pouvez aller sur Internet, poster votre mot. Elle a été, en fait, inspirée d'un concept qui s'appelle Before I Die. C'est une artiste américaine d'origine taïwanaise qui s'appelle Candy Chan. Et donc, c'est une installation qui a existé aux États-Unis. Pareil et là, pour de la prévention routière? Ah oui. Non, là, c'était complètement... C'était une œuvre artistique. Une œuvre artistique. Mais là, franchement, la prévention routière, je trouve ça... Alors là, ce que vous voyez, c'est à Paris bizarre. 8, Université Paris 8, à Saint-Denis, un mur géant en ardoise avec donc le même design a été présenté sur le campus et chacun peut y écrire son mot, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc c'est devenu aussi une œuvre. C'est provoque, mais c'est pour réveiller les consciences, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas trop. Le pourquoi. D'accord. Virginie n'aime pas trop. Non, avant de mourir, ça me parle pas trop. C'est pas très gai, effectivement. Voilà pour cette campagne. Oui. On finit avec quelque chose de plus rigolo ou pas? Oui, alors on va pas finir forcément. avec un best-of. Si, on va vraiment des rebelles. Alors quitte à ne pas respecter la règle, autant vraiment bien le faire avec classe. Et donc c'est le site Le Geek, c'est chic, qui a l'habitude de sortir ce qu'on appelle des epic galleries, c'est-à-dire une sélection des meilleures galeries du web. Alors voilà, vous allez comprendre très vite tout ce qui est interdit, mais autant le faire vraiment avec classe et brio. Donc on voit cet homme qui respecte scrupuleusement l'interdiction de la pelouse. Enfin, il ne respecte pas scrupuleusement plutôt. On va enchaîner, je pense, avec un papa et son fils qui prennent exactement la même pose que l'interdiction père et C'est une vraie interdiction, ça? Ah oui, c'est une vraie interdiction, c'est-à-dire que ne pas venir sur cette voie de garage qui est juste derrière, en fait. Vous avez aussi, je pense, celui qui est interdit de plonger. Quitte à être interdit de plonger, autant bien le faire avec un masque de plongée, quitte. Voilà. Et puis, il n'y a pas forcément aussi que les êtres humains qui sont rebelles. Les arbres aussi peuvent aussi être des rebelles. Et alors là, on va terminer avec cette interdiction. Alors, regardez bien. C'est un pack d'eau classique avec un homme à l'envers. Ne vous mettez pas sur le pack d'eau, mais enfin en tout cas vu l'angle sur lequel c'est pris, eh bien un homme a respecté exactement cette interdiction. Enfin voilà. Donc voilà, c'est cette petite galerie ce matin qui m'a fait sourire. Rebelle, toute en élégance. Absolument. Et Comme avec vous, classe. Rudy. Merci, restez avec nous. Direction à présent, j'en ai perdu mon stylo. Direction à présent Jérusalem, on va parler mode et religion. Le musée d'Israël propose en ce moment une expo consacrée à la garde-robe juive. Ça existe. 6 jeunes designers se sont amusés à revisiter certains modèles. Michal Davon avec David Gombin sont partis à leur rencontre. Regardez. Peut-on parler de garde-robe juive? Y a-t-il des vêtements juifs? Selon les règles religieuses, le corps est considéré comme quelque chose de privé, qui devrait être caché des regards. Cependant, à travers l'histoire, les communautés juives se sont distinguées par leur tenue. Et c'est justement ce que propose à Jérusalem l'exposition Dress Code au musée d'Israël. Une revue du vestiaire juif aux 4 coins du monde. Il est très rare de voir des habits du monde entier portés par des juifs. En fait, ces vêtements étaient similaires à ceux de leurs voisins. Un sari hindou, un habit irakien, une tunique ouzbek, une burqa. Ces pièces étaient historiquement toutes portées par des juifs et témoignent de la manière dont les communautés juives ont absorbé les cultures de leur entourage. Leur seul signe distinctif, le talit, le châle de prière. J'ai choisi la burqa, qui est représentative du costume afghan. Lui fait partie des 6 designers israéliens qui ont été invités par le musée à revisiter les pièces de l'exposition. Pour nous, l'histoire de la mode, ce n'est pas quelque chose de vague, c'est quelque chose que nous utilisons tous les jours. Chaque pièce que nous créons, nous en vérifions les origines historiques. Yaniv Percy, Maskit, Medusa, Frau Blau. Voici quelques-uns des créateurs choisis pour ce projet. Les nouvelles pièces, inspirées par les différentes communautés juives du monde, montrent avant tout leur influence historique sur la culture moderne et le design. Reste à savoir si, grâce à cette exposition, on peut parler d'identité juive dans la mode.
Oui, je pense que cette collection est une grande source d'inspiration et je pense que de nos jours, lorsque des designers sont en recherche d'inspiration, ils reviennent aux vêtements traditionnels. Et avec cette gamme de tenues, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Avec ces nouvelles créations présentées après les pièces anciennes, le musée d'Israël a choisi un narratif chronologique. Je ne pense pas qu'il existe une tenue juive ou même que la robe d'origine soit une tenue juive. C'est juste une combinaison d'influences culturelles variées. Il n'y a pas d'obligation à chercher une ligne spécifiquement juive. Voilà pour cette expo. Virginie, on parle télé ce matin avec vous, avec ce qui pourra devenir la meilleure série de tous les temps. Le lancement de sa 4e saison a provoqué une hystérie planétaire, évidemment. On parle de Games of Thrones. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la série, ce qui m'étonne, eh bien elle prépare déjà ses 2 prochaines saisons, Barbara, tellement cette 4e saison a été un succès. Enfin, ce premier épisode de la 4e saison était un vrai succès. Alors laissez-moi vous faire voyager au cœur du trône de fer. Alors tout est fait pour vous impressionner. Un royaume imaginaire, Westeros, 7 familles assoiffées de pouvoir, dont les Stark et les Lannister, de la violence, du sexe pour Rudy, des dialogues crus et brillants, une distribution talentueuse, un très bon jeu d'acteurs et de redoutables dragons en images de synthèse. On découvre tout de suite sa bande-annonce. Joffrey, Cersei, Tywin Lannister, the Red Woman. I can't sleep until I say the names. The names of every person in Westeros. Only the ones I'm going to kill. Robb Stark is dead. I lie awake all night, thinking about how they died. He was betrayed by his own men. All we can give him now is justice. If you want justice, you've come to the wrong place. I will not be the page in someone else's history book. Alors on continue sur la même lancée, la guerre, le sang, l'adultère, enfin bref, tout est fait pour attirer le téléspectateur. Le premier épisode a été diffusé dimanche soir sur HBO. Les acteurs clamaient partout que la 4e saison serait exceptionnelle, avec des retournements de situation et du show à l'américaine. HBO ne s'attendait pas à un tel succès. Le phénomène Games of Thrones, tiré des romans de George R.R. Martin, est bel et bien de retour. En France, il fallait attendre lundi soir pour pouvoir découvrir le premier épisode, et c'est aussi OCS qui a acheté la série, qui avait déjà attiré 14,4 millions de téléspectateurs l'année dernière. Aux États-Unis, 20% de plus par rapport à la saison 2. Et sans surprise, ce sont les internautes qui se sont régalés. Ils n'ont pas perdu de temps et attendaient avec impatience ce premier épisode, ce qui a provoqué quelques problèmes sur Internet, Barbara. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a bugué ? Rudy, vous en doutez, j'imagine. Les serveurs n'étaient pas prêts à avoir autant de monde en même temps. Trop de monde. Du coup, les serveurs de HBO, la plateforme de téléchargement en ligne outre-Atlantique, sont tombés en panne dès le début de la soirée, car trop d'internautes étaient connectés. Les serveurs sont restés indisponibles pendant plusieurs heures, ce qui n'a pas fait plaisir au public. Et puis, les commentaires ont inondé la toile. Les fans étaient furieux. Furieux. Le replay du morning au moment où... Exactement. Lorsque ça bloque, tout le monde est très énervé. Donc ne vous inquiétez pas, on va essayer de régler ces problèmes. Alors, ça arrive souvent, le genre de bug ? Écoutez, ça s'est déjà produit un mois auparavant, lors de la diffusion de l'ultime épisode de la mini-série True Detective. Jeff Bakes, le président de Time Warner Cable, qui possède aussi HBO, avait promis de fournir d'importants moyens financiers pour rendre plus fiable cette plateforme. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. Alors aujourd'hui, on peut parler de véritable phénomène télévisuel pour la série Games of Thrones. Elle a été classée 2e série la plus populaire jamais diffusée sur HBO. Le premier épisode a réuni... Après les Sopranos, c'est ça ? Mais bravo Barbara, mais vous êtes vraiment incroyable. Alors ce dernier épisode avait réuni 6,6 millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience depuis
comme vous l'avez dit, le dernier épisode de Soprano en 2007 qui avait réuni 11,9 millions de téléspectateurs. Alors, question logique, est-ce que la série va être adaptée au cinéma? Tout le monde l'attend, le film. Eh bien, effectivement, on y pense. Après Mission Impossible, X-Files, Sex and the City, Veronica Mars ou encore Entourage, effectivement, Games of Thrones pourrait être la prochaine série à faire l'objet d'une adaptation cinéma. C'est l'auteur de la saga qui l'a dit lors de la première new-yorkaise de la saison 4. Et alors là, se posent plusieurs questions, puisqu'on travaille déjà sur les 2 prochaines séries. Quand est-ce qu'on va lancer ça au cinéma? On ne sait pas encore. Voilà, on attend en tout cas la réponse avec impatience. Merci beaucoup Virginie. Avec merci plaisir. Rudy, merci de votre fidélité au Morning. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien.